Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau moment que nous allons passer ensemble. Aujourd'hui, un programme chargé, nous allons parler d'écologie, d'énergie, mais aussi d'économie. Depuis plus de 2 mois, la Russie, vous le savez, est entrée en Ukraine. Depuis, c'est une guerre terrestre, mais aussi économique qui est en train de se livrer à l'est de l'Europe. Elle a évidemment des conséquences pour tout ce monde qui fonctionne mondialisé. Alors nous allons étudier tout cela, voir si nous pouvons échapper à l'effondrement, voir la crise économique qui vient. Mais avant toute chose, vous le savez, n'oubliez pas de commenter, de partager et cliquer sur le pouce en l'air juste en bas de cette vidéo pour nous aider à la diffuser. C'est parti! Et à mes côtés pour cette émission, Philippe Murer. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Bonjour Alice Blaise. Alors vous êtes économiste, spécialiste de l'écologie. Votre dernier ouvrage, Sortir du capitalisme du désastre, est paru chez Jean-Cyril Godefroy. Vous en aviez produit d'autres, notamment sur la transition écologique. Alors pour commencer, Philippe Murer, allons aux sources de ce sujet, à l'énergie en tant que telle. On parle beaucoup des échanges de gaz entre l'Europe et la Russie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces échanges précisément? De quelle énergie parle-t-on? Oui, tout à fait. Alors la Russie, en fait, c'est le premier exportateur mondial de gaz, le deuxième de pétrole et le troisième de charbon. Donc c'est le premier exportateur mondial d'énergie, tout simplement. Et les échanges, c'est l'Europe qui achète à la Russie à peu près un peu plus d'un tiers de son énergie fossile, donc 40% pour le gaz et le charbon, 30% pour le pétrole. Pour la France, c'est moins, parce que la France a une politique plus diversifiée puisqu'il y a une stratégie énergétique, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays d'Europe. C'est uniquement 10% du pétrole et 20% du gaz de tête. Voilà. Alors, on a le sentiment, toutefois, que la dépendance vis-à-vis de la Russie est différente selon les pays d'Europe. On voit que l'Allemagne, notamment, elle prend beaucoup plus de gaz à la Russie que la France. Exactement. L'Allemagne dépense beaucoup plus d'énergie fossile que la France, déjà. Et en plus, elle achète beaucoup de gaz et même de charbon à la Russie, quoi. Donc elle est beaucoup plus dépendante. Il y a des pays, je crois que c'est quasiment 100% du gaz qui est russe. Et il faut faire évidemment un lien direct entre l'acheminement d'une très grosse quantité d'énergie de la part d'un pays et sa souveraineté énergétique. Oui, tout à fait. L'Europe n'est pas du tout souveraine au niveau énergétique. Le pays le plus souverain, c'est la France, c'est aussi la Suède. La France avec son nucléaire, la Suède avec le nucléaire et ses barrages hydroélectriques très nombreux. Mais effectivement, il y a plein de pays qui dépendent complètement de l'énergie fossile d'autres pays du monde, d'autres zones du monde. On pourrait se dire... ils sont dépendants d'un pays, notamment là la Russie, mais en même temps ils ont plus d'un tour dans leur poche, j'allais dire, et donc ils ont quelque chose à substituer derrière. Est-ce que c'est le cas ? Oui, parce que la Russie a besoin des équipements mécaniques, des ventes d'exportation mécaniques, les exportations de luxe françaises, même si elles pourraient s'en passer, et de divers biens, effectivement, qui viennent de l'Europe. Après, avec la mondialisation, l'Europe et les États-Unis ne sont plus les seuls à les produire. La Chine peut aussi leur vendre. Et c'est là où, évidemment, se passe tout ce jeu géopolitique. En fait, on peut se passer de l'Europe et des États-Unis maintenant. Alors aujourd'hui, si on devait résumer les intérêts énergétiques de chacune des parties qui sont, c'est-à-dire quasiment l'intégralité du monde, je crois, sur la question du conflit ukrainien, qu'est-ce qu'on pourra en dire? En fait, le conflit ukrainien fait monter les prix de l'énergie. Et en fait, même les sanctions économiques font monter le prix de l'énergie parce que la Russie a toujours fourni son gaz, même pendant la guerre froide, elle a fourni toujours son gaz, son pétrole, elle n'a jamais arrêté ses livraisons. Par contre, tous les remous liés aux sanctions font monter le prix de l'énergie dans tous les pays du monde, notamment du gaz. Le gaz a explosé en Europe. Il faut savoir que le gaz, à un moment donné, valait 15 fois plus cher en Europe qu'aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est plus que 5 fois plus cher. Mais donc, ça crée des... Et quel est le mécanisme qui produit cela alors? C'est que le gaz se transporte très très mal. Voilà, et il faut mettre des pipelines, c'est pour ça qu'il y a des pipelines de gaz, c'est la meilleure façon de le transporter, mais il y en a beaucoup de la Russie vers l'Europe, c'est carrément une ramification entière de pipelines qui passe par le sud ou le nord de l'Europe, il est très difficile à transporter. Vous pouvez le transporter par bateau, mais là il faudrait, par exemple pour approvisionner l'Europe, des centaines, voire des milliers de méthaniers qui sont des très gros bateaux pour transporter. Donc le gaz est très particulier par rapport au pétrole et au charbon, puisqu'il se transporte mal, puisque c'est d'énormes volumes évidemment de gaz. Alors vous avez évoqué il y a quelques instants les sanctions économiques qui portent aujourd'hui sur la Russie. Elles ont été données par l'Union européenne essentiellement, mais aussi les Américains bien entendu. Je vous propose d'écouter tout de suite quelques propos de Vladimir Poutine il y a quelques semaines. Сегодня мною подписан указ, который
J'ai aujourd'hui signé un décret qui établit les règles du commerce du gaz naturel avec les États dits hostiles. Nous proposons aux contreparties de ces pays un schéma clair et transparent. Si ces paiements ne sont pas effectués, nous considérons qu'il s'agit d'un défaut de paiement de la part des acheteurs avec toutes les conséquences qui en découlent. Personne ne nous vend quoi que ce soit gratuitement et nous n'allons pas faire de travail caritatif. Autrement dit, les contrats existants seront arrêtés. Alors, je pense que cette question mérite qu'on s'y arrête parce qu'on voit une partie dans les médias où on nous explique que la Russie coupe le gaz à certains pays, c'est le cas de la Pologne, de la Bulgarie. On voit aussi cette histoire que Moscou obligerait les pays de l'Union européenne à payer ce gaz en roubles, mais on ne va pas forcément aux sources de ce problème. Est-ce que vous pouvez faire une explication que l'on puisse tous comprendre? Vous avez raison, la source du problème, c'est qu'en fait, l'Europe et les États-Unis ont fait quelque chose d'assez incroyable. Ils ont volé la moitié du trésor national russe. La Russie s'était constitué un trésor d'environ 600 milliards d'euros ou de dollars, c'est-à-dire les réserves de change qui permettent au pays de tenir en cas de crise, de payer des importations, etc. Or, l'Europe et les États-Unis ont gelé les avoirs russes, donc 300 milliards en dollars et en euros. Et donc ça veut dire que les Russes n'ont plus accès à la moitié de leur trésor national. Et d'ailleurs, Biden explique que pourquoi pas l'utiliser pour reconstruire l'Ukraine. Donc là, ça serait un vol pur ce serait de et la simple. spoliation. C'est de la spoliation. D'ailleurs, juridiquement, ça pose un problème pour les monnaies américaines et européennes parce que qui veut investir dans des pays qui sont prêts à voler l'argent du pays, quoi. Évidemment que c'est un problème important. Et l'autre problème, c'est que quand les Russes vendent leur gaz aux Européens, c'est en euros. Mais les Européens disent non, on vous gèle vos euros. Donc c'est comme si, effectivement, comme le dit Poutine, en fait, ils vendent leur gaz, mais ils ne sont pas payés. C'est comme si on mettait de l'argent dans une caisse trouée, quoi. Exactement. Et ils ne sont pas payés, ils ne peuvent pas l'utiliser. Donc, qu'ont proposé les Russes, franchement, ils ont essayé que chacun puisse sauver la face et ils ont proposé aux Européens de vendre, que Gazprom vende le gaz contre des euros. Mais ces euros sur un compte spécial de Gazprom seraient immédiatement transformés en roubles. Et donc tout le monde s'y retrouvait, tout le monde sauvait la face. Sauf que les Européens ont décidé d'être plus royalistes que le roi et de s'y opposer. Et donc c'est pour ça qu'ils ont coupé le gaz à la Pologne et qu'ils risquent de couper le gaz à l'Europe si on continue à faire les malins avec la Russie. Alors c'est une autre incidence aussi, c'est que le fait que d'autres pays, des pays ont accepté de payer en roubles le gaz russe, ça soutient l'économie russe du coup. Oui, de toute manière, tout à fait. Mais de toute manière, Poutine, il joue un petit peu aussi un jeu avec ça. Parce qu'avant cela, si vous voulez, quand les Européens achetaient en euros, que pouvait faire la Banque centrale? Vendre ses euros pour acheter des roubles et soutenir le rouble. Donc ça ne change pas grand-chose. Le problème, c'est que c'est gelé. Mais en fait, ce que fait Poutine là, c'est aussi un coup géopolitique. Parce que, comme vous le disiez dans votre présentation, il y a une bataille plus globale. Bien sûr. Les Américains ont dit qu'en fait, ils voulaient affaiblir considérablement la Russie. Et donc que c'est leur but, en fait, aussi dans cette opération. Donc du coup, que fait Poutine? Il se dit, nous, on va aussi affaiblir les Américains en faisant payer l'énergie dans notre monnaie nationale. Et d'ailleurs, il y a eu une contagion, puisque, je ne l'aurais jamais parié, l'Arabie Saoudite a dit, pourquoi pas vendre à la Chine notre pétrole en yuan chinois, et plus en dollars. Et là, c'est l'amorce de la dédollarisation de la planète, et donc ça enlève une arme énorme aux États-Unis, qui est le fait qu'ils ont la monnaie de réserve mondiale, la monnaie monde, et qui leur permet de tous payer malgré leurs déficits commerciaux qui sont majeurs et de se financer. Donc vraiment, là, on est dans une bataille géopolitique, et en fait, les Américains sont en train d'y perdre, en fait, là-dessus, et les Européens aussi, parce que finalement, on se croit plus puissant qu'on est. On est de moins en moins puissant face à la Chine, aux pays émergents. Il y a un rééquilibrage du monde et on veut jouer notre puissance à ce moment-là. Et que nous disent les autres? Ils nous disent non, pas question, vous allez trop loin. Et en fait, ils s'allient ensemble fondamentalement. Et c'est un effet boomerang de cet abus de puissance qu'on cherche à imposer aux autres. Alors si on laisse un petit peu l'économie quelques minutes, je reviens à une déclaration qui porte plus sur l'écologie. On a entendu, alors je ne sais plus, je préfère même pas citer le nom de ce triste cire, mais qui expliquait qu'à chaque fois qu'il regardait son radiateur, il y avait du sang d'enfants ukrainiens qui coulait. On nous a expliqué aussi que pour aider l'Ukraine, il fallait baisser son chauffage d'1 degré.
Qu'est-ce que c'est que ça, Philippe Murer? C'est totalement absurde. On est parti dans la folie, en fait, chez les gouvernements occidentaux et parmi les journalistes. Parce qu'en fait, les Russes, ils ont 300 milliards de réserves de change. Donc en fait, ils ont 200 milliards d'importations par an. Ils ont quoi payer leurs importations pendant 1 an et demi et faire la guerre pendant un an et demi. Avec les exportations qu'ils font en plus minimum, ils peuvent payer la guerre pendant 5 ans. Donc en fait, ça ne changera rien si on arrête le gaz russe ou on arrête de les payer. Ils ont les moyens de le faire et ils iront au bout. Après, ce qui est fou, c'est que si vous baissez votre chauffage de 1 degré, vous économisez moins de 10% de votre facture d'énergie donc en gaz. Et donc, on pourrait arriver, j'ai fait un petit calcul, à moins 20% en gros de consommation de gaz russe. Donc, ça ne change pas grand-chose. Et surtout, Zelensky se fout de nous, le gouvernement ukrainien. Parce qu'en fait, il explique aux Européens, arrêtez d'acheter du gaz russe. Mais lui continue de l'acheter pour sa population, qui n'est alimenté qu'en gaz russe par un gros gazoduc qui le traverse. Et en fait, ils continuent à l'alimenter. Ils ont pu se chauffer pendant cet hiver. Et en plus, ils touchent des redevances chaque fois qu'il y a du gaz russe qui passe vers les États-Unis. De toute manière, on le sait, tout ça, ce sont, à mon avis, des scripts qui sont écrits par les États-Unis et qui sont recrachés par Vladimir Zelensky. Alors, on voit justement dans ce que vous venez de nous expliquer qu'à aucun moment Poutine a voulu couper le gaz à l'Ukraine, par exemple. Non, il ne l'a pas fait. Pour ce que je sais, ils ont encore pu se chauffer, sinon on les aurait entendus, vu qu'ils faisaient très très froid, et ça aurait été un problème. Et ils sont extrêmement dépendants du gaz russe, qui en plus, je crois, est vendu moins cher qu'aux autres pays, en signe d'aide à l'Ukraine, quoi. En tous les cas, on voit que beaucoup ont essayé de raccrocher la cause ukrainienne à une volonté de protéger la planète. Concrètement, on a le sentiment que ce sont souvent des bellicistes à l'égard de la Russie. Et on se dit, la guerre, c'est quand même pas la panacée sur le plan écologique. Non, c'est un peu la catastrophe. D'ailleurs, il y a Jadot, effectivement, et Europe Écologie Les Verts, qui sont vent debout contre le gaz de schiste en France, l'exploitation du gaz de schiste en France. On sait qu'ils l'ont fait interdire. Moi, je pense que c'est pas une mauvaise idée parce qu'effectivement... On y reviendra après avec une petite vidéo qui explique. Et qu'il trouve qu'il n'y a aucun problème de se passer du gaz russe pour aller acheter du gaz de schiste américain. Non, je pense que ça n'a pas de sens, quoi. Je veux dire, c'est pas pour la planète, c'est pas bon, la guerre. Parce que de toute manière, ça va surtout appauvrir, paupériser de façon très importante par la hausse des prix de l'énergie les Français. Or, pour acheter des produits écologiques, il faut un pays prospère. D'ailleurs, si vous réfléchissez, ceux qui ont plus fait d'efforts écologiques ces derniers temps, c'est la Norvège, la Suède et la Suisse, parce qu'ils ont les moyens. La Norvège, ils ont énormément de voitures électriques, mais parce que les gens ont les moyens. En France, ils ont moins les moyens de se les acheter. Et d'ailleurs, on le voit instantanément. Hier, il y avait une dépêche qui sortait. C'est la chute des ventes du bio. Comme les gens ont moins d'argent, moins de pouvoir d'achat à cause des prix de l'énergie qui montent, à cause des sanctions économiques, on se retrouve avec les gens qui ont baissé de 7% leur consommation en produits bio pour la première fois depuis très longtemps. Alors vous dites que les prix de l'énergie ont augmenté avec la crise en Ukraine, alors oui. C'est exact, mais on voit par exemple que l'augmentation des carburants a commencé bien avant. Oui, elle a commencé avant parce qu'on a aussi de toute manière, et c'est un autre aspect un peu intéressant, c'est qu'en fait on commence à manquer d'énergie dans le monde entier. Au niveau du pétrole, d'ailleurs, dès qu'il y a un moindre problème, le pétrole flambe très vite et très profondément. On a vraiment de plus en plus de mal sur le pétrole notamment, mais sur le gaz aussi. Sur le gaz, si vous y pensez, alors les gisements de pétrole du Royaume-Uni sont quasiment terminés, alors qu'ils ont commencé dans les années 80. Les gisements de gaz s'épuisent. En Hollande, il n'y en a plus du tout. Et même en Norvège, qui était un peu l'espoir pour l'Europe, depuis 3 ans, ça baisse. Donc il y a un manque d'énergie globalement. Il y a une difficulté à produire. Et d'ailleurs, je lis des documents de l'Institut français du pétrole qui nous parlent de pics pétroliers à venir d'ici 5 ans. Enfin, ça, c'est un peu un serpent de mer. Oui, sauf qu'en fait, c'est la réalité qui se passe. C'est pour ça que les prix augmentent vite, c'est qu'on n'arrive plus à produire. Et si vous voulez, si on va forer du pétrole qui coûte $50 le baril aux États-Unis et pas du pétrole qui coûte quelques dollars quand c'est du pétrole simple, c'est qu'il n'y a plus de pétrole facile à exploiter, quoi. Donc clairement. Et j'ai vu des documents de l'Institut français du pétrole qui le disaient. En plus, comme on n'investit pas dans les énergies fossiles pour la recherche sur préconisation écologique, finalement, ça tend et ça accélère encore le processus, quoi. Très clairement. Donc on a un vrai manque d'énergie. Et qu'est-ce que ça dit? C'est que les Européens sont un peu dingues. Ils se tirent une balle dans la tête puisqu'ils sont en train de vouloir se passer de l'énergie russe au moment où c'est complexe de trouver des sources d'énergie dans le monde et que l'énergie est plutôt rare. Donc c'est vraiment extrêmement dangereux. Alors vous avez dit tout à l'heure quelque chose de fondamental que certains
qualifierais sans doute de complotiste. Il fallait bien que je place le mot. Vous avez dit qu'on a l'impression que le scénario était écrit d'avance par les États-Unis. Alors, pour aller dans votre sens, puisque moi aussi je suis complotiste, comme chacun le sait, j'ai retrouvé une vidéo de l'AFP, donc qui n'est pas connue pour être un organe de propagande, du 8 février dernier, c'est-à-dire une quinzaine de jours avant l'invasion des Russes en Ukraine. Je vous propose de l'écouter. Si la Russie envahit, c'est-à-dire que des tanks et des troupes traversent la frontière de l'Ukraine à nouveau, alors il n'y aura plus de gazoduc Nord Stream 2. Nous y mettrons fin. Mais comment allez-vous faire exactement, puisque le projet et le contrôle du projet sont sous le contrôle de l'Allemagne ? Je vous le promets, nous serons en mesure de le faire. Bon, du coup, finalement, je ne sais pas qui est complotiste. Oui, on se demande d'ailleurs qui est propriétaire de Nord Stream 2. On a l'impression que c'est les Américains et pas les Allemands. Puisque ce pipeline qui va de la Russie, nouveau pipeline de la Russie à l'Allemagne, à grand débit, effectivement, on dirait que c'est Biden qui le ferme tout seul, quoi, effectivement. Et que les Allemands et les Européens sont les marionnettes de Biden, quoi. Mais c'est vraiment incroyable, parce qu'en plus, on sait que ce gazoduc, il ennuie les Américains depuis belle lurette. Oui, c'est clair. Il l'ennuie et ils voulaient le fermer. Ils ont mis d'énormes pressions. Et là, apparemment, ils savaient en avance qu'il allait pouvoir le faire fermer, quoi. Ça, c'est quand même extraordinaire, quoi. C'est quand même sidérant. Et alors, évidemment, quelles sont les conséquences d'une fermeture du gazoduc Nord Stream 2 ? Alors, les Allemands, ils ont besoin de plein de gaz. Parce que comme ils ont choisi de fermer le nucléaire pour faire des énergies renouvelables, qui ne fonctionnent que la moitié du temps quand il y a du soleil et du vent, l'autre moitié du temps, il faut importer de plus en plus de gaz pour les centrales électriques à gaz. Et donc, si on ferme Nord Stream 2... ça va poser des petits problèmes. Alors, on va pouvoir tenir la situation, mais on va pas pouvoir augmenter la consommation de gaz. Par contre, ce qui va se passer, c'est que finalement, on va se retrouver, ce que veulent les Américains, à acheter du gaz de schiste américain, puisque eux en produisent et peuvent en produire un petit peu plus. Et donc, ils vont essayer de vendre leur gaz de schiste aux Européens. Surtout, en plus, ça a un autre effet, c'est-à-dire que le gaz de schiste n'était pas rentable. Le pétrole de schiste l'est, mais pas le gaz de schiste. Et en fait, c'est en train de rendre le gaz de schiste rentable, pour le grand plaisir des Américains qui adorent forer pour trouver de l'énergie. Et ça le rend rentable, effectivement, et donc ça soulage tout le secteur américain au bon moment, quoi, puisque le gaz de schiste est en train d'augmenter le prix de façon très importante aux États-Unis. Alors c'était une énergie qui n'avait pas le vent en poupe parce qu'on considérait, et on considère toujours d'ailleurs, qu'elle est très polluante, et je vous propose de regarder une petite vidéo explicative. Le schiste est la roche sédimentaire la plus répandue sur la planète. Certains schistes contiennent du méthane piégé dans leurs fissures. De ce fait, d'énormes réserves de gaz seraient réparties partout dans le monde. Les réserves mondiales de gaz de schiste sont estimées à 448 000 milliards de mètres cubes, environ 140 ans de la consommation actuelle de gaz naturel. Plus de la moitié de ces réserves se trouvent en Asie et en Amérique du Nord. À la différence des réserves conventionnelles, la roche est ici à la fois source et réservoir. Il est donc impossible de pomper comme dans les poches de gaz naturel. Les quantités de gaz de schiste par mètre cube de roche sont très faibles, et son extraction est techniquement complexe. L'une des techniques est l'hydrofracturation. Avec un derrick, on perce d'abord en profondeur pour atteindre la couche des schistes. Le forage se poursuit horizontalement, souvent sur plusieurs kilomètres. Ensuite, d'énormes quantités d'eau sont injectées. Elles cassent les schistes, libérant le gaz. Cette technologie nécessite non seulement des millions de litres d'eau, mais aussi l'addition de nombreux produits chimiques. Si une moitié de l'eau peut être récupérée, l'autre moitié peut se diffuser jusqu'aux nappes phréatiques, risquant de polluer l'eau potable. Bon, là, on ne tisse pas les louanges du gaz de schiste, visiblement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, cette explication ? Ouais, c'était parfait, au moins tout est expliqué. On met des produits chimiques, mais en plus certains qui sont cancérigènes, sous le sol, en espérant... Oui, il y en a qu'on mange aussi. En espérant en espérant qu'ils ne vont pas remonter, et en espérant qu'ils ne vont pas polluer les nappes phréatiques.
Donc, et on a vu d'ailleurs des Américains dans un film qui s'appelait Gas Fire, je crois, un petit film qui montrait que les Américains, ils pouvaient enflammer l'eau du robinet dans certaines régions, quoi. Donc ça remontait clairement dans les nappes phréatiques. Donc c'est extrêmement dangereux. Et c'est pour ça que les Européens n'ont pas voulu le faire. Extrêmement polluant, quoi, en fait. Et donc ça crée d'ailleurs, je crois qu'au Royaume-Uni, ils ont arrêté le gaz de schiste parce qu'il y avait trop de séismes qui se propageaient à cause du gaz de schiste. Aux États-Unis, il y en a aussi beaucoup plus de petits séismes, mais au Royaume-Uni, c'était des séismes un petit peu sévères, quoi. Voilà, de force 5. Et du coup, ça les a un petit peu calmés sur le gaz de schiste. Ouais. Mais alors, on a le sentiment finalement que c'est parmi les plus mauvaises solutions énergétiques, on va dire, mais que finalement, si on ferme le robinet de toutes les autres avant, les Européens se retrouvent à acheter du gaz de schiste parce qu'il n'y a plus d'autres solutions. Exactement, on n'avait pas le choix. D'ailleurs, c'était un peu le plan des Américains depuis longtemps, hein. Moi, j'étais au Parlement européen à une époque et ça fait longtemps aussi que la Commission européenne pousse pour qu'on achète du gaz américain et qu'on arrête d'acheter du gaz russe. Donc tout ça se formait depuis très longtemps, alors qu'écologiquement, c'est absurde. Et c'est vrai qu'on n'entend pas du tout. Il faut bien comprendre du coup que c'est deux gaz différents. On ne parle pas du même gaz parce que le gaz russe, c'est pas du gaz de schiste en l'occurrence. Non, c'est du gaz naturel. Mais en fait, je crois c'est le même gaz derrière. Hein. C'est du méthane quand même, quoi. Effectivement. Enfin, l'extraction n'est pas la même. Mais l'extraction pas la même. C'est du méthane mélangé, donc il faut d'abord le purifier parce qu'il y a d'autres gaz, etc. Ensuite, il faut puisqu'il faut le transformer en Europe, on ne peut pas mettre un pipeline, donc on va le compresser jusqu'à obtenir une température si froide, moins 160 degrés, qu'on peut le transporter par bateau. On pourra transporter des vaccins aussi. Voilà, en même temps, on va pouvoir le transporter par bateau. Ensuite, il faut le gazéifier en Europe. On n'a pas du tout les infrastructures, on n'a pas les navires, et les États-Unis ne produisent pas ce gaz de schiste pour l'instant suffisant pour l'Europe. Donc on n'a rien. Si on coupe le gaz russe maintenant, on est vraiment à poil. Il n'y a plus rien, quoi. Je veux dire, je ne sais pas comment on se chauffera l'hiver prochain. D'ailleurs, il y a un Allemand qui disait... On a le sentiment que c'est très complexe. Oui, c'est plus cher. C'est plus cher au transport. On perd 10% de l'énergie au passage pour les opérations diverses et variées. Donc, ça n'a que des désavantages. D'ailleurs, le Japon paye beaucoup plus cher. Il paye du gaz naturel liquéfié. Il paye beaucoup plus cher que les Français, le gaz, qui est le gaz naturel russe amené par pipeline. Donc, ça va faire augmenter très fortement les prix. C'est vraiment une absurdité, quoi. Et alors, à l'origine de ce gaz naturel, cette fois, si la Russie ne le vend plus à l'Europe, qu'est-ce qu'elle va faire de ce gaz? Est-ce qu'elle va pouvoir le vendre à quelqu'un d'autre? Oui, mais pas tout de suite. Alors, elle peut en vendre à la Chine puisqu'elle a déjà des pipelines, mais elle est en train de construire de toute manière des pipelines pour en vendre beaucoup plus à la Chine. Donc, pendant quelques années, elle peut être coincée à vendre moins de gaz. Et donc, il faudra qu'elle attende quelques années. Elle a tout le temps d'attendre, la Russie, et les Russes sont patients là-dessus. Ils ont des centaines de milliards. De toute manière, ils font 100 milliards d'excédent commercial par an. Donc, s'ils en font plus que 50 ou 20, il n'y a aucun problème. Ils n'ont pas de dette publique, contrairement à nous. Donc, ils ont le temps d'attendre. Et après, ils le revendront effectivement aux Chinois et en Asie. Il y aura de la demande de toute manière. Eux seront contents d'acheter ce gaz moins cher et de nous laisser acheter le gaz naturel liquéfié du Qatar et des États-Unis plus cher, quoi. Voilà. On est les dindons de la farce dans cette histoire, vraiment, les Européens. On a le sentiment que la situation se répète par rapport à 2014. En 2014, les sanctions portaient essentiellement sur l'aspect agricole des échanges entre l'Europe et la Russie. À l'époque, on se souvient que la Russie a su développer une agriculture très rapidement. Elle est devenue beaucoup plus résiliente. Oui. Et quand les relations ont reprises, finalement, la France et l'Union européenne est restée avec ses stocks qu'elle ne pouvait plus vendre à la Russie parce qu'elle n'en avait plus besoin. Exactement. En fait, les Russes ont fait du protectionnisme forcé par les Américains et les Européens et ça leur a permis de développer fortement leur agriculture à tel point que maintenant, le problème, c'est qu'ils sont devenus un très gros exportateur mondial de blé et qu'en fait, ils font flamber les prix du blé dans l'attente il va y avoir des problèmes avec l'Ukraine et la Russie pour les exportations, quoi. D'ailleurs, à ce sujet, on parle beaucoup d'un risque de pénurie. On voit qu'il n'y a plus d'huile, est-ce que c'est un lien ? Alors l'huile de tournesol, vraiment, l'Ukraine fournit un tiers de l'huile de tournesol mondial. Donc vraiment, elle a un rôle très important. Et là, ça a un lien avec ça, très clairement. Ça a un lien avec... Mais ça, enfin, quoique l'huile n'est pas encore sortie. Donc c'est aussi des gens qui stockent pour spéculer effectivement en avance, en attendant. Il n'y a pas de petit profit, même avec de l'huile. Ah oui. De toute manière, il y a un tel niveau avec des taux zéro qui sont en train de changer de taux zéro, on en parlera peut-être. Oui. Mais il y a de la spéculation partout. Je veux dire, sur le pétrole, sur le gaz, sur l'huile. Le gaz, à un moment donné, il valait 3 fois plus cher qu'aujourd'hui. Et c'est 20 fois plus cher qu'il y a un an, quoi. Donc il y a un emballement des prix sous le fait d'une spéculation qui n'est absolument pas réglementée en Europe et aux États-Unis. Et sur l'huile de tournesol, très probablement, ça doit être ça.
Alors j'aimerais qu'on s'arrête quand même un moment sur la position, on l'a un peu évoqué déjà, sur la position des écologistes, sur le côté, je vais utiliser un mot anglais à dessein parce qu'il est presque figé, c'est le greenwashing comme on dit, où on voit qu'on a essayé de faire passer les sanctions économiques contre la Russie comme quelque chose de très vertueux sur le plan écologique. Et finalement, on se rend compte que on va arrêter d'acheter du gaz à une terrible dictature qu'est la Russie, parce qu'il faut quand même prendre soin des droits de l'homme et de la planète. Mais finalement, on va aller acheter du gaz de schiste ultra polluant aux États-Unis et on va continuer de faire du business avec le Qatar et l'Arabie Saoudite. Exactement, qui sont dans une guerre beaucoup plus horrible, vraiment absolument terrible avec le Yémen, l'Arabie Saoudite, où on a des images absolument atroces qui nous parviennent, mais ça, c'est pas un problème. Vous voyez, c'est du deux poids, deux mesures. Oui, c'est du greenwashing, et puis c'est aussi de l'atlantisme. Sans parler de comment est armée l'Arabie Saoudite face au Yémen, d'ailleurs. Aussi. Effectivement, avec l'aide des pays occidentaux. Oui, donc il y a vraiment une utilisation de la morale pour faire avancer dans la direction que veulent les gouvernements qui est assez insupportable, quoi, effectivement. Et qu'il faut dénoncer parce que c'est quand même assez incroyable. Et puis Jadot, il faut qu'ils arrêtent de se moquer du monde, quoi. Effectivement, ils passent leur temps à culpabiliser les Français qui n'est pas assez écolo, sachant que, je le rappelle, la France est le deuxième pays le plus écologiste du monde, le plus propre sur l'environnement selon pas mal de classements internationaux, la majorité des classements. Et lui, il n'arrête pas de nous dire qu'on est nul, etc., pour nous culpabiliser, pour nous faire avancer. Et en même temps, il laisse acheter du gaz de schiste aux États-Unis. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Tout ça n'a aucun sens. Si on fait un peu de prospective, Philippe Murer, comment vous voyez la suite de l'économie? Comment vous voyez la suite? Alors, on a évoqué un petit peu cette question des pénuries, on a évoqué cette question du changement, de la transformation du mix énergétique en Europe. Oui. Comment vous voyez la suite? Alors déjà, il y avait depuis un an, à cause de tout l'épisode Covid qui a désorganisé les chaînes de production, il y avait un problème d'inflation. Il y avait un problème d'inflation aussi, alors on va peut-être pas se lancer là-dessus, c'est un peu complexe, mais c'est les dysfonctionnements faits du capitalisme mondialisé et financiarisé. En fait, moi, j'ai le sentiment, ça reste anecdotique, mais qu'il y a une sorte de démotivation dans les entreprises de travailler pour le saint dividende et qu'il y a une médiocratie qui s'est installée, quoi, en fait. Puisqu'en fait, soit vous obéissez à toutes les injonctions financières, soit vous démissionnez. Finalement, il reste une certaine médiocrité dans les grandes entreprises, pas toutes, bien entendu, mais dans un certain nombre, et une démotivation. Donc on avait ce problème d'inflation qui est déjà, et là arrive l'histoire avec l'Ukraine et la Russie qui va augmenter l'inflation. Et là, le problème, c'est qu'on est parti pour des années d'inflation, pour plusieurs années d'inflation, puisque ça dure depuis trop longtemps et qu'on a une transmission au salaire aux États-Unis, par exemple. Le salaire augmente de 5%. Sauf que l'inflation, aux États-Unis, elle est de 8,5%. Un truc de fou. Sur les prix au détail. De 30% sur les prix à la production. Donc il y a, première chose, une baisse du pouvoir d'achat qui est énorme des gens. C'est comme si on leur avait baissé leur salaire de 3,5%, en fait. Donc, perte de pouvoir d'achat. Pareil en Europe. Et du coup, on va se retrouver, bien sûr, là, immédiatement, les chiffres se dégradent et on se retrouve en début de récession. Aux États-Unis, moins 1,4% de croissance au premier trimestre. Et on continue à voir les indicateurs se dégrader, comme en France. D'ailleurs, rappelez-vous comment Bruno Le Maire s'est foutu des Français, a expliqué pour faire réélire Macron que c'était le début des 30 Glorieuses. Et là, il vient de nous expliquer hier qu'en fait, la France était face à des difficultés économiques considérables. Donc on voit vraiment qu'ils prennent les Français pour des cons. Il y a l'avant-campagne et puis l'après-campagne. L'après-campagne. Enfin, c'était un peu prévisible. Hein, oui, mais à ce point-là, quoi, parce que le retour des 30 Glorieuses, c'était ridicule, quoi. Évidemment, comme si on était parti et tout le monde le voyait bien, mais là, à ce point-là, c'est vraiment incroyable. Alors, vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure, la question des taux d'intérêt. On sait qu'ils étaient extraordinairement bas, peut-être même anormalement bas depuis de nombreuses années. À quoi faut-il s'attendre? Oui, alors ça, c'est une très bonne question. C'est le troisième tour. Donc le premier tour, c'est baisse du niveau de vie, destruction aussi du tissu industriel à cause de l'énergie chère, le problème de la récession. Et le troisième tour, c'est quoi? C'est effectivement les taux d'intérêt. Puisque comme l'inflation est très élevée, à un moment donné, il faut l'arrêter. On ne va pas laisser s'emballer l'inflation sans arrêt. Un peu d'inflation, c'est bien, mais quand on est à 12% d'inflation aux Pays-Bas, ça ne va plus du tout, quoi. Donc on a un resserrement des taux d'intérêt. Aux États-Unis, les taux d'intérêt sont passés grosso modo à 10 ans du gouvernement de 1% à 3%, ce qui est énorme. Ça va avoir plusieurs effets. Ça va avoir un effet sur l'immobilier, de baisse des prix immobiliers, puisque les gens pourront acheter moins cher, emprunter moins d'argent, puisqu'ils payent plus de taux d'intérêt. Enfin, ils seront obligés d'acheter moins cher, plus exactement. Oui, ils seront obligés.
Et actions et obligations sont en train de baisser. Et franchement, ça sent la crise financière, le début de crise financière à plein nez, quoi. On verra comment ça va se développer, mais il y a un risque très élevé, puisque de toute manière, ils vont monter les taux à combien ? 3, 4, 5%, jusqu'à ce que les actions dégringolent, quoi. Parce que s'ils montaient les taux à 8%, ce qui serait normalement le point neutre pour une inflation à 8% minimum, eh bien, de toute manière, les actions seraient par terre. Donc les actions vont partir au tapis, on va se prendre une crise financière qui est vraiment en train d'arriver. Et en plus, c'est surtout, c'est-à-dire que c'est sur l'immobilier, les actions et les obligations en même temps. En fait, les financiers perdent surtout. Donc attention à l'assurance vie, où il n'y a pas beaucoup de réserves aujourd'hui. Attention aussi aux fonds de pension américains. Tous les idiots du village qui nous ont expliqué qu'il y avait une retraite par capitalisation vont voir l'effondrement dans ce cas-là des fonds de pension américains qui ont des réserves plutôt négatives et qui ne vont pas pouvoir payer les retraites, parce qu'ils vont perdre sur tous les tableaux. Et je pense que ça va plus loin. En fait, j'ai pris un petit peu de hauteur en réfléchissant et je me suis dit finalement, cette mondialisation libérale, ça fait 20 ans qu'elle est en train d'appauvrir l'Occident en général, par le fait qu'on casse la clé de la prospérité qui est l'industrie. En France, ça s'est vu, mais ça se voit aussi en Italie, en Espagne, où l'industrie baisse encore plus fortement les productions industrielles qu'en France. Et en Allemagne, en fait, contrairement à ce qu'on pense, elle commence à s'effriter et même à baisser. Il n'y a pas de croissance de l'industrie depuis 10 ans, et maintenant ça baisse. Et pareil aux États-Unis. Donc on a cassé les clés de la prospérité et on a réussi à créer de la prospérité artificielle, en fait. Et vous voyez à partir de quoi ? C'est à partir de faire monter les prix de l'immobilier, donc donner le sentiment aux gens qui s'enrichissaient, faire monter le prix des actions, des obligations, qui derrière étaient dépensés, cet argent, ces richesses artificielles. Sauf que là, comme on dit, avec l'inflation qui arrive, ce moteur se casse. Et donc, ça veut dire que le moteur, on va se prendre en fait toute notre baisse de niveau de vie qui avait été cachée va d'un coup se dévoiler. Et en fait, je pense que les gouvernements vont se prendre dans les dents, en fait, tous les travers de la mondialisation néolibérale. Ils vont payer l'addition maintenant. Et je pense qu'on a potentiellement un bouleversement économique du monde qui va se passer, du monde occidental, quoi. Avec des années très dures pour les citoyens, mais au moins peut-être qu'on va pouvoir se débarrasser de ces élites néolibérales qui nous emmenaient un petit peu à la catastrophe, quoi. Et avec ça, il faut évidemment prendre en considération le fait qu'on soit totalement interdépendant, qu'on n'ait plus d'usines, qu'on ne soit plus du tout autosuffisant. C'est ça, et quand je parlais de dysfonctionnement, par exemple, un exemple parmi plein d'autres, une voiture, maintenant, il y a des composants qui viennent de dizaines de pays pour gagner quelques centimes d'euros sur la voiture, hein. Et là, les câbles, ils venaient d'Ukraine. Et donc, comme les usines ne fonctionnent plus en Ukraine, dans pas mal de régions, en fait, ça a fait fermer la production de Mercedes et de Volkswagen. Et je crois de Peugeot aussi, de certaines parties de Peugeot, parce qu'il n'y avait plus de câbles. Donc c'est hyper dangereux d'avoir des chaînes éclatées. Il suffit qu'il y ait un problème dans un pays et en fait, tout se répercute dans le monde entier. On sait que... Et on voit que ça arrive de plus en plus souvent, parce que mine de rien, en 2020, c'était avec le Covid-19. Maintenant, exactement. En 2022, c'est avec la crise ukrainienne. Exactement. Vous regardez d'ailleurs... Je suis parti en vacances, j'ai pris une voiture de location. Les prix ont augmenté de 40%. Et les agences vous expliquent. En fait, on n'a plus que des vieilles voitures. On ne peut plus acheter des voitures neuves, en fait. Et donc, on a un manque de capacité, parce qu'ils en ont vendu quelques-unes. On se retrouve avec des voitures un peu plus vieilles et beaucoup plus chères, parce qu'ils ne peuvent plus acheter aux constructeurs automobiles qui ne leur vendent pas de voitures, parce qu'ils ont déjà du mal à fournir leurs clients particuliers. Et ils ne pourraient pas de toute façon acheter de l'électrique parce qu'il n'y a pas assez de bornes. Voilà, c'est ça, exactement. Il n'y a pas assez de bornes, il n'y a pas assez d'électricité non plus. Et il manque surtout de puces, puisqu'ils ont mis des puces absolument partout dans les voitures. Sauf que le problème maintenant, c'est qu'il n'y a plus assez de puces pour cela. Mais c'est aussi... On s'en réjouit. Oui, on s'en réjouit, parce que c'est extrêmement désagréable. Il y en a tellement partout, on ne s'y retrouve plus. Mais ça montre aussi ce problème, parce qu'en fait, les puces sont produites principalement en Asie, dans quelques pays, et finalement, on n'arrive plus à s'y retrouver. Par exemple, toutes les puces des ordinateurs et des appareils électroniques les plus puissants sont fabriqués à Taïwan. S'il y a un problème à Taïwan, il y a toute l'économie mondiale qui se retrouve bloquée là-dessus. Donc vous voyez, on a vraiment un facteur de risque important et de pénurie importante, quoi. Comment peut-on, à l'échelle individuelle, parce que je crois qu'il n'y a plus que celle-là qui peut encore compter, familiale et individuelle, on va dire, comment on peut se protéger, entre guillemets, de tout ça, de l'effondrement, de se retrouver en slip, j'allais dire. Bon, achetez un bouquin sur le survivalisme. Je suis sûr que vous avez fait des émissions sur TV Liberté. Effectivement, d'ailleurs, je recommande aux téléspectateurs la dernière émission de Florian Janin, Les femmes et les enfants d'abord, avec Pierrot San Giorgio. Vous avez raison, c'était la page de pub. Voilà. Et en fait, non, la seule manière au niveau de son patrimoine pour se protéger, acheter de l'or, absolument.
Vraiment, acheter de l'or, surtout pas du bitcoin. Là maintenant, avec le Nasdaq qui va s'effondrer, à mon avis, ça ne tiendra pas. Et acheter de l'or, par exemple, dans la crise de 1929, crise financière, les gens qui avaient 10% d'or dans leur portefeuille, et même 90% d'actions, se sont retrouvés à l'équilibre et n'ont pas perdu d'argent. Alors que les actions ont baissé de 80% à un moment donné pendant la crise. Vous voyez, donc ça vous permet de préserver le patrimoine. Donc acheter des métaux précieux, pas pour spéculer, mais pour préserver vos patrimoines, c'est essentiel. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est en train de se faire ruiner. Si vous avez une épargne, vous perdez 5% d'inflation, vous avez 1% de rémunération, vous perdez 4% par an de votre épargne, quoi. Et ça pourrait aller plus loin. Après, je ne suis pas Madame Irma, hein. C'est des phénomènes chaotiques, on ne sait pas ce qui se passe, mais vraiment on rentre dans une période hyper dangereuse, quoi, je pense. Merci beaucoup Philippe Meurer d'être venu nous retrouver sur le Samedi Politique. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous rappelle, n'oubliez pas de partager, de commenter et cliquer sur le pouce en l'air en bas de cette émission. C'est le gage de notre succès et vous en êtes partie prenante. Je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt.